Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, beaucoup d'encre évidemment coule actuellement puisque on a une accélération de la baisse. C'est ce dont on avait parlé, hein. On s'était dit pour l'instant ça baisse de manière graduelle, mais si vous commencez à casser les biseaux descendants par le bas, vous allez commencer à accélérer les baisses. Mais pour autant, sur la majorité des indices, même si on accélère les baisses et donc les mises en place des corrections, d'un point de vue indiciel, si vous voulez, d'un point de vue indiciel grosse cap, on est encore dans des retracements par rapport aux hausses qu'on a connues depuis l'année dernière, fin d'année dernière, début d'année de cette année. Donc on est encore dans les clous globalement et on va en reparler aussi. Mais après, voilà, individuellement, il y a des valeurs qui sont en train de capituler. Donc après, il faut laisser faire le marché parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours être moins cher que pas cher. Donc il faut laisser à ce moment-là toujours faire le marché. Moi, ça me rappelle un petit peu 2018. En gros, fin 2018, notamment sur les petites capes où c'était la purge. Donc ce que l'on a vu, selon la question qu'on se posait encore la semaine dernière, c'était l'idée de se dire ce qui est en train de se passer sur les petites capes, il y a fort à parier que ça va contaminer les grosses caps à un moment donné ou à un autre, et c'est pas le contraire, c'est pas parce que les grosses caps tiennent bien que les petites caps vont remonter. Moi je pars du principe que voilà, quand il y a un risque de marché, globalement, c'est les petites caps qui baissent d'abord, et ensuite c'est une contamination aux grosses caps. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cet aspect-là, pour moi, où on a les deux narratifs qui vont s'affronter. On a un narratif qui s'affronte en mode l'économie va bien, enfin, l'économie ralentit, certes, mais on ne va pas vers une récession, c'est un soft landing, tout va bien dans le meilleur des mondes possible, et donc Powell et les banques centrales au sens général n'ont pas besoin, certes, de continuer de remonter les taux, mais ils n'ont pas besoin non plus de les baisser. Donc en gros, on va rester sur des taux élevés. Donc on reste dans, pour moi, ce côté, vous savez, un petit peu œillère, où on est en mode, on regarde des statistiques qui sont des statistiques en retard, mais en même temps, c'est évidemment le boulot de la Fed de vraiment tirer que quand c'est déjà en gros avéré. Et ce qu'est en train de faire le marché, en fait, c'est ça, c'est de se dire, quand vous regardez, alors je vais complètement sortir, mais ce qui est assez simple pour moi, c'est que quand je regarde ce qui se passe un petit peu sur l'or, vous voyez, c'est remonté en ligne droite. Quand on voit ce qui se passe donc sur l'argent, etc., ce qu'il faut bien se dire, et quand vous regardez ce qui se passe sur les taux, alors tout le monde est en mode, oh mon Dieu, 5%, etc., sur le 10 ans américain, ça veut bien dire que l'inflation va perdurer, que les banques centrales vont maintenir leurs taux élevés, mais quelque part, si vous voulez, si vraiment c'était le cas, on serait bien plus bas au niveau des prix des obligations et donc bien plus haut au niveau des obligations américaines. Pour moi, on est en train de marquer un top. Et un top, voilà, ça ne se marque pas nécessairement au point près, si vous voulez, c'est une zone. Donc, pour moi, si vous voulez, on a les deux narratifs qui sont en train de s'affronter, et cette semaine, pour moi, on a vraiment une validation du narratif en mode le marché est en train de comprendre que, certes, l'économie est résiliente aujourd'hui, le ralentissement semble mou, on va dire, mais tout va certainement s'accélérer, tout va aller beaucoup, à un moment donné, plus vite. Il peut y avoir un élément X ou Y qui est déclencheur aussi, mais pour moi, quand je regarde le marché et on va voir un certain nombre de valeurs qui sont plus cycliques, je vais faire complètement la vidéo dans le désordre, mais c'est l'idée. Si je vais voir, alors hop, pas ça, euh, mais si je vais regarder justement des valeurs assez cycliques, bon, Alstom, on va passer, mais si je regarde du AMG par exemple, enfin, vous voyez, c'est en train, vous avez même pas de rebond là-dessus. Vous avez du Aperam qui est dans la même idée, c'est des tendances baissières qui sont marquées depuis un moment, mais qui sont en train à nouveau de replonger cette semaine. On voit Arcelor, même chose, où on était dans une dégradation lente, et là on est dans une accélération. Si on va regarder Cleveland Cliff aux US, va être la même chose. On est certes dans des figures qui pour moi à long terme, très long terme, restent très intéressantes dans un mode rotation, changement de narratif, mais comme je vous l'avais dit, entre ce narratif-là, si vous voulez, vous pouvez avoir la sous-vague de
oh mon Dieu, j'ai peur que l'économie se dégrade beaucoup plus fortement que ça et que les banques centrales ne fassent rien ou attendre trop longtemps. Et donc en fait, ça m'augmente ma dégradation parce que finalement j'ai une dégradation économique avec des taux réels qui deviennent plus positifs parce que j'ai mon inflation qui va baisser, qui va continuer de baisser parce qu'aujourd'hui, les gens qui vous disent l'inflation tient encore, il faut regarder, elle tient encore sur l'énergie et elle tient encore notamment sur les loyers. Et les loyers, notamment sur l'inflation US, est surpondérée, c'est quasiment 30% de la stat inflation. Mais si vous regardez tout le reste, globalement, on est en désinflation et on est déjà revenu à la target de 2%. Donc il n'y a plus, entre guillemets, il n'y a plus d'inflation. Bien sûr, dans le panier moyen du consommateur, c'est les éléments alimentaires, loyer et essence, énergie qui sont les plus importants. Et donc forcément, pour chacun d'entre nous, l'inflation est toujours là. Mais si on regarde tout le reste, il y a une désinflation. Et donc, il y a un impact sur les bénéfices des sociétés. Et on voit les analystes qui sont en train de sabrer leurs objectifs pour pas être trop à côté de la plaque certainement la semaine prochaine ou dans les jours et les semaines à venir lorsqu'il va y avoir les annonces de résultats. Mais ce que l'on voit, même les boîtes qui résistent plutôt bien au niveau de leurs résultats, les perspectives sont très prudentes et on voit bien qu'on a du ralentissement. Il y a des licenciements qui ne se font pas avec le dos de la cuillère et autant l'année dernière, je vous avais dit, les licenciements ne touchent que la tech. La tech, c'est pas le bassin d'emploi majoritaire dans l'économie, donc il y a des moyens de croire justement à la résilience économique. Autant là, on commence à attaquer quand même beaucoup plus dur l'industrie. Donc, pour moi, il faut bien comprendre, si vous voulez, entre ce qu'on peut penser du marché, ce qu'on peut penser quand on regarde l'obligataire, etc., de oh mon Dieu, l'inflation va rester haute et l'économie va rester résiliente et donc les banques centrales vont maintenir leurs taux élevés. Il y a ça, mais quand je regarde un certain nombre de titres évoluer cette semaine, pour moi, j'ai plutôt, et quand je regarde l'or, l'argent, etc., et j'ai plutôt l'arrière-goût qui est de me dire que mon marché, il croit surtout que l'économie va accélérer son ralentissement dans les semaines, dans les mois à venir. Il faudra voir comment on impacte ça au niveau des statistiques. Et les banques centrales seront à côté des choux. C'est-à-dire que les banques centrales continueront de maintenir leurs taux élevés, réagiront certainement en catastrophe l'année prochaine, mais globalement, du coup, j'ai un différentiel sur mes taux réels, et donc mes conditions financières, c'est-à-dire mes conditions monétaires, mes conditions de liquidité, qui sont gérables aujourd'hui, même tout le monde se dit, ouais, les taux sont super élevés, etc. Oui, mais on a conservé, si vous voulez, il y a eu une désinflation, mais on a conservé finalement un différentiel entre une inflation à 4% et des taux à 5%, vous avez globalement 1% réellement de contraction en taux réel positif. Aujourd'hui, si on commence à jouer le fait que le ralentissement économique va être beaucoup plus dur, donc l'inflation va baisser beaucoup plus rapidement ensuite, parce qu'il suffit que les loyers baissent, hein. Globalement, c'est ça. Et puis l'énergie, hein, plus l'énergie monte de toute manière, et plus c'est un accélérateur aussi du ralentissement économique, de la récession à venir, et donc de la baisse des prix aussi à venir. Même si il y a toujours cet aspect d'un point de vue long terme, déficit-offre, qu'il faut intégrer, sur le fait que oui, même si vous avez une baisse de la demande, les prix vont baisser, mais il y aura un socle fondamental, hein. Ça ne sera pas pour moi comme pour le Covid, ce genre de choses-là, où on avait eu des prix très très bas. Donc pour moi, on en est là aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est d'éviter de se faire balader et de bien comprendre, si vous voulez, que le marché anticipe aussi. Il y a aussi le fait que pour la première fois depuis 15 ans, l'obligataire rentre en concurrence avec les actions. C'est-à-dire qu'on est en droit de se poser la question, si l'avenir est si incertain que ça, si on se prend une récession, s'il y a une crise de la dette en 2024, 2025, etc., parce que les taux de financement restent élevés, que les banques centrales ne réagissent pas si vite que ça, on a un certain nombre de boîtes, donc les plus petites, on fait trinquer les plus petites en premier, mais qui vont devoir se refinancer, et ça va être un peu plus compliqué qu'avant. Et bien, à partir de ce moment-là, si vous voulez, je me dis, prendre du 5% par an sur les 10 prochaines années, quitte à revendre mes obligations en cours de route si jamais l'économie va mieux à un moment donné ou à un autre, mais même si c'est le cas, 5% par an sur les 10 prochaines années, ben, potentiellement, je signe, hein. Il y a finalement beaucoup de probabilités que ce soit une très belle rentabilité, et peu de probabilité que finalement ça soit vraiment le dindon de la farce. Et puis pour ceux qui se posent la question de se dire les taux vont peut-être continuer de monter, donc peut-être que je pourrais choper 5,5,
Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à acter 5% aujourd'hui, maintenant, euh, et pas attendre du 5,5, hein. Ça semble peu probable. De toute manière, si les taux continuent de monter, c'est clair et net que le marché, si vous voulez, le marché des taux longs, qui est régi par le marché, et d'autant plus que les banques centrales ont arrêté leur quantitative easing, etc. Donc on est vraiment sur un marché qui demande à être payé plus pour prendre un risque supplémentaire sur les endettements et sur les surendettements des États et des entreprises. À partir de ce moment-là, si vous voulez, à un moment donné, le marché se grippe, le marché se bloque, et les banques centrales seront obligées d'intervenir en mode catastrophe. Et ça, pour moi, c'est indéniable, et ça faisait toujours partie de mon hypothèse de travail, qui est de dire oui, il y a la place pour monter les taux, oui, il y a la place pour avoir un discours fort pour combattre l'inflation, mais derrière, en coulisses, on sait très bien qu'on ne peut pas aller, si vous voulez, trop loin dans la hausse des taux, et qu'on ne peut pas laisser finalement les taux longs s'autoréguler par le marché trop longtemps, parce que ça va complètement gripper l'économie. Donc les banques centrales, à un moment donné ou à un autre, sont dans l'incapacité de continuer de monter les taux, même si l'inflation venait à redémarrer. C'est pas ce que je pense, mais même si ça devait être le cas, en fait, on accepterait que l'inflation déborde, on ne pourrait pas monter les taux très haut, et les banques centrales seront obligées à un moment donné de réintervenir en reachetant de la dette long terme pour gérer les taux long terme, pour éviter qu'ils montent trop également, puisque 2024-2025, on va se retrouver face à un mur de la dette, et donc à ce moment-là, il vaudra mieux que l'inflation ait rebaissé globalement et qu'on soit dans la capacité de pouvoir redynamiser l'économie en baissant les taux et ce genre de choses-là. Donc on en est là, si vous voulez. Au moment, tout le monde est en train d'écrire évidemment sur la hausse des taux, mais moi ce que je regarde, tout le monde est en train d'écrire sur la résilience de l'économie, etc. Et ce que je regarde pour moi, c'est ce que le marché est en train d'anticiper. Et quand je vois alors l'argent monter comme ça, les boîtes cycliques, minières et compagnie se faire défoncer, même les boîtes énergétiques, hein, et énergies, on va dire, nouvelles, qui vont continuer d'être subventionnées, où on va continuer d'être dans la croissance, ça aussi, ça se fait démonter pour un aspect taux. À un moment donné, si vous voulez, le marché reviendra sur ces valeurs-là. À partir du moment où on va se détendre un petit peu sur les taux et l'endettement, qu'on va comprendre que les banques centrales vont rebaisser, reprendre un ton, on va dire, plus accommodant, etc., ces valeurs-là remonteront. Mais aujourd'hui, l'endettement leur fait très très mal, même si on se projette, c'est comme les ESN, hein, on sait très bien tout ce qui est digital et compagnie, ça va continuer d'être subventionné à la TOC. Donc on sait très bien que ce sont des industries où, quand vous regardez un petit peu comment toutes ces valeurs-là se sont faites démonter ces dernières semaines, il y a forcément des opportunités qui sont en train de naître, parce que ce n'est pas des valeurs qui vont... Alors il faut aller sur les grosses évidemment, ou les plus équilibrées dans leur bilan, mais c'est des valeurs qui vont continuer d'être tirées et de performer, parce qu'en plus elles vont continuer d'être subventionnées. Mais vous avez ce laps de temps où vous avez une certaine contrainte. Voilà, donc bon, j'ai fait 12 minutes là-dessus, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Donc c'est comme ça que je le verrai. Donc marché qui est encore très défensif. Et pour moi, donc, qui va un petit peu pondérer avec les statistiques à venir. Bon, là, il faut laisser passer les résultats, mais après, les statistiques vont nous permettre un petit peu de pousser ce scénario-là ou pas. Donc, du coup, quand je regarde évidemment les taux, évidemment, c'est baissier, mais voilà, ce que j'ai envie de voir, si vous voulez, c'est une baisse qui est en mode ici capitulation. Et ce qui validera que le marché, même obligataire, commence à croire un petit peu plus au monde récessif et que les banques centrales vont faire quelque chose, c'est globalement, il faudra à un moment donné faire quelque chose comme ça. On n'y est pas du tout. Donc pour l'instant, évidemment que l'idée de parler de taux hauts et de taux qui continuent de rester hauts, etc., c'est à privilégier d'un point de vue purement graphique, c'est toujours le cas, et on n'a pas de signal de rebond plus que ça, si ce n'est, voilà, le seul truc qu'on a, c'est l'hypothèse de travail. Mais cette hypothèse de travail, pour l'instant, elle reste très anticipée, et elle n'a pas suffisamment de prétendants, si ce n'est que je vois toutes les valeurs cycliques se faire démonter, et on voit tout ce qui est or, argent commencer à partir en flèche, et même Bitcoin, hein, qui récupère, on va dire, ce côté refuge, et donc qui récupère des flux et qui résiste plutôt bien, même au-delà de résister, qui rebondit même et qui potentiellement relancera sa hausse. Il faudra redépasser les 30 000 dollars, mais on y reviendra éventuellement dans une vidéo crypto. Mais là aussi, voilà, c'est intéressant de regarder cet aspect Bitcoin-là pour bien comprendre un petit peu la psychologie du marché derrière. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est de regarder l'euro-dollar, alors pas l'euro comme ceci, hop, donc l'euro-dollar ici,
Ça m'intéresse aussi. Si vous voulez commencer à jouer du rebond technique, hein, il va falloir commencer à faire un petit truc comme ça. Et là, je pense que vous pouvez même revenir sur les petites capes européennes, etc., et jouer du rebond technique Europe. Si on refait quelque chose comme ça, là, je vous fais pas un dessin, le dollar est en train, continuera de rester très très fort, et on continuera de jouer du risque, et je pense pas donc qu'il y aura une surperformance des valeurs européennes. Donc pour l'instant, on est au milieu du gué. Moi, j'ai plutôt envie de tenter là-dessus. Mais si on veut, au-delà de faire de l'intraday, du rebond technique limite intraday actuellement, ou sinon il n'y a pas grand-chose à faire pour quelqu'un qui est en swing, mis à part spécifiquement sur quelques valeurs, là où il y aura un peu plus à faire, je pense, c'est si l'euro est dans la capacité, voilà, vous voyez, de faire son rebond, de dépasser cette zone des 1,06 et des brouettes là, et de construire dessus et de relancer derrière une deuxième étape. C'est le seul moment où je vais jouer peut-être du rebond plus en mode swing. Sinon, vous l'avez vu au niveau des résultats, c'est très binaire, donc il faut faire très attention. La moindre déception est sanctionnée, moins 10, moins 15, moins 20, moins 30. Il y a des profit warnings évidemment qui ressortent, etc. Bref, on voit le marché qui se sabre. Et ça, pour moi, c'est aussi typique d'un marché qui commence à manquer de liquidité, c'est-à-dire qui est obligé de faire des choix. Donc on n'est plus comme on était cette dernière décennie globalement, où on avait suffisamment d'argent pour jouer de l'or, pour jouer des obligations, pour jouer également des actions, pour jouer de la technologie autant que de la santé ou d'autres secteurs d'activité qui sont inversement corrélés normalement, mais les banques centrales dans ce type de marché-là ont tout gommé globalement, et là je pense on re-rentre dans justement les corrélations. Donc on a beaucoup plus de corrélations dorénavant, on re-rentre dans ce marché qui est plus corrélé, et je pense que ça va aller crescendo, mais voilà, c'est des choses qui, je veux dire, on ne sort pas d'un marché qui nous a noyés dans un narratif depuis 15 ans comme ça. Il ne faut pas oublier également que voilà, on est typiquement là dans ce narratif-là, donc les recorrélations, mais les banques centrales reviendront à la charge. Et si vraiment on vient à rentrer dans une nouvelle crise de la dette où ça sent vraiment mauvais et compagnie, bah, la prochaine étape, ça sera les banques centrales qui viendront vous racheter des ETF actions, comme la Banque du Japon peut déjà le faire. Donc, ce qui est pour moi important, c'est de comprendre on nage pas en inconnu, et je pense que quand on regarde le Japon, on a un bon exemple quand même de ce que le marché peut devenir pour tous celles et ceux qui ont peur de la prochaine crise, du prochain crack, du prochain truc. Je pense pas que nous y sommes, je pense qu'on est un petit peu dans quelque chose d'intermédiaire. Mais voilà, si tel devait être le cas, je pense que ça va mettre encore pas mal, un petit peu de temps quand même à se construire avant qu'on puisse en avoir l'hypothèse. Et si tel devait être le cas, voilà, moi je pars du principe que je reste dans l'idée que les banques centrales continueront aujourd'hui d'avoir les outils et les moyens de pouvoir faire face et de revenir à un mode rasé gratuit où je pense que le Covid, si vous voulez, aura été... pour moi, aujourd'hui, on continue de faire un retour à la moyenne par rapport au Covid qui est quelque chose d'exceptionnel. Mais on revient à la norme, au marché de la norme, c'est-à-dire on reviendra à quelque chose d'une... Alors certes, on peut avoir une récession actuellement, mais derrière, on reviendra un petit peu à de la croissance molle, il y a la démographie par-dessus, avec un soutien des banques centrales, c'est-à-dire une inflation basse, des taux qui sont bas, mais tout ça, voilà, ça va revenir crescendo, et entre-temps, vous avez la fameuse sinusoïdale dont je vous avais parlé il y a déjà 3 ans ou 4 ans, et donc je vous avais dit, les mouvements au fur et à mesure de la sinusoïdale deviennent de moins en moins forts. Mais en fait, c'est les premiers mouvements qui sont forts, et donc 2022, pour moi, on avait eu le premier mouvement, retour à la moyenne, puis 2023, on a un des rebonds, puis là, on a à nouveau le retour à la moyenne par rapport au rebond de 2023, et petit à petit, en fait, ça va s'affiner, et ça nous construit, un petit peu à l'image de ce qui se passe sur l'euro-dollar, hein, ça nous construit en fait des figures assez larges, donc il faut comprendre qu'il y a de la volatilité, mais au fur et à mesure, cette volatilité baisse à l'intérieur de la figure avant de nous donner l'issue, la cassure par le haut ou la cassure par le bas, et selon ce que l'on regarde, ça nous donnera le narratif à privilégier pour le prochain cycle. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, ce pas des marchés qui sont inintéressants parce qu'ils nous donnent beaucoup de clés qui nous aideront à déjà créer les watchlists aujourd'hui des valeurs qui vont nous intéresser euh, pour acheter pour le prochain cycle. Et après, en fonction du profil de chacun, on va timer ces éléments-là. Donc,
pour moi, voilà, c'est ça qui est important de bien analyser ce week-end, au-delà de regarder et d'analyser valeur par valeur, etc., et se dire, bah, c'est une tendance baissière ou un truc, donc je vais peut-être attendre de racheter là. Voilà, il y a des choses intéressantes, l'uranium consolide, les valeurs énergie consolident, etc. Donc, en effet, si on veut jouer des rebonds, c'est mieux de jouer des rebonds sur des valeurs qui étaient précédemment dans un cycle haussier, et donc qui sont en train de corriger. On va avoir plus de probabilité que le rebond prenne, plus que sur une valeur qui est déjà dans une tendance baissière, en train de capituler. Potentiellement, oui, votre rebond en pourcentage sera fort, mais il est beaucoup plus compliqué à trader, il est beaucoup plus compliqué à timer au point de près, quoi. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, vous avez, la plupart du temps, vous n'avez pas de repère en dessous. Donc pour faire votre plan, si vous voulez, mettre votre stop, c'est un peu plus compliqué que sur une tendance qui est encore haussière, qui certes corrige à l'intérieur de sa hausse, mais vous avez un certain nombre de repères pour faire votre plan. Donc pour moi, la majorité des gens doivent plutôt privilégier de jouer des rebonds sur ce genre de trucs-là, ou tenter des relances, plutôt que d'essayer de faire les tendances baissières, parce que certes, ça nous attire, parce qu'on se dit que telle valeur a pris 50% dans la tête, donc on peut jouer du rebond, éventuellement, parce que au prorata, ça peut rebondir de 6, 7, 8% assez rapidement. Donc on est attiré par ça, mais ça vous demande, pour moi, de l'expérience et de la bouteille que la majorité n'ont pas, et la majorité vont se faire piéger, en fait, à ne pas ensuite couper, parce que c'est ce type de trading-là qui demande énormément de discipline. C'est pas impossible de gagner, et même on peut gagner beaucoup avec ça, et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, et c'est ce que je continue à faire quand les marchés comme ça sont bien volatiles, mais ça demande du temps, ça demande de savoir ce qu'on fait, et ça demande surtout encore plus de discipline qu'avant. Et donc c'est pas quelque chose que l'on peut faire quand on débute, c'est quelque chose qu'on fait quand on a déjà des années de bouteilles, un matelas de sécurité et tout un tas de choses. On ne met pas en risque le capital et sa perf et son portefeuille à jouer des rebonds techniques sur des tendances baissières quand déjà on a galéré sur le reste, hein. Donc il faut faire tout par des étapes et bien comprendre, si vous voulez, que pourquoi la majorité des gens perdent en bourse, c'est toujours la même chose, c'est pour moi parce qu'en fait ils cherchent à faire des trucs qui sont compliqués et qui sont plus pour des gens qui sont déjà expérimentés. Et la majorité des débutants cherchent donc à faire du court terme et à jouer des rebonds avec des prorata et des valeurs spéculatives parce qu'on est attiré par le pourcentage. C'est possible de gagner là-dessus, mais c'est ce qui demande en fait le plus de compétences. Il faut sortir de ça, regardez vos graphiques en hebdomadaire, en mensuel, dégrossissez, apprenez à tailler les positions. Je vous avais dit ça il y a peut-être 2 ou 3 semaines déjà, où je vous avais dit là on rentre dans un marché, c'est un marché de traders, donc c'est un marché où il faut s'attendre que ce soit plus volatile, parce que je vous avais donné cette hypothèse de travail où les figures sont très larges, donc ça peut amener plus de volatilité. Donc ça veut dire que si on continue à investir dans ce type de marché-là, il faut le faire avec des tailles de position plus réduites encore que ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, Parce que ça peut être très dur pour certaines personnes d'être complètement hors marché. Donc si c'est dur, on continue de suivre les signaux, mais on le fait, si on a l'habitude de jouer avec des tailles de position de 3-4%, ben on le fait avec des positions de 1-2%. Voilà. Et à la limite, quand on a raison, ben on va accumuler. Mais on le voit, la volatilité, je vous l'avais dit, c'est pas la baisse ou la hausse dont il faut avoir peur dans ce type de marché, c'est en fait de la volatilité qui risque d'arriver. Bon, on est en plein dedans, et donc comme je vous l'ai dit, je regarde surtout l'euro-dollar pour me servir de vecteur. Si on va chercher maintenant du côté du Brent, hop, il va arriver. On voit qu'on a la relance haussière, donc c'est ce que je vous dis. Vous voyez, vous avez des corrections intermédiaires qui permettent de revenir chercher les anciennes résistances, valider les supports, et vous avez des relances. Donc typiquement, c'est là-dessus qu'on doit jouer les rebonds ou les relances, c'est sur des corrections dans des tendances haussières. C'est là-dessus où vous allez avoir le plus de probabilités. Donc là, rien à dire, c'est toujours haussier, point barre, on ne sait pas, hein, au Moyen-Orient, ça peut péter un petit peu plus que ça, donc on est en attente, en tout cas au-dessus des 89$, on va rester positif là-dessus. Si on va regarder maintenant du côté du CAC 40, on est en train de revenir sur la zone des 6800, ça avait été une des zones qu'on avait ouvertes, notamment sur le break des 6950. Donc pour moi, tant qu'on va rester sous les 6950, 7000 points dorénavant, on est toujours dans l'accélération de la correction baissière, avec des objectifs qui sont à 6008 jusqu'à 6690, 6666 aussi, qui va être pour le petit topo. Mais ce qui va m'importer, c'est ça. Donc voilà ce que l'on a. Donc pour moi, il faut laisser faire et vous aurez des rebonds techniques, ce genre de choses-là.
Mais voilà, après, on n'est pas à l'abri de revenir sur les 6006, hein. Mais voilà, moi je pars du principe que, si vous voulez, reste dans du retracement. Alors on est en train d'accélérer le mouvement, comme on en avait parlé, mais on reste pour l'instant encore dans du retracement sur le mouvement qu'on a eu depuis octobre. Donc pour moi, ça me paraît assez logique euh, dans cette typique-là. Donc pour moi, on reste dans un marché de traders. Donc à la limite, on joue que des rebonds techniques. Et celles et ceux qui ne sont pas axés là-dessus, bah, ils travaillent leur plan, ils travaillent leur liste de valeurs qui vont les intéresser, les niveaux qui les intéressent, et ils travaillent leur plan. Pour moi, c'est pas des marchés où il ne faut rien faire, justement. Il faut se préparer à la suite, et c'est ce travail-là qu'il faut faire, parce que sinon, si on ne fait rien, ensuite on est décorrélé des marchés globalement, et quand il y a quelque chose à faire, ben, on est déjà en retard sur la suite. Et au niveau du Nasdaq, ben, même chose, on est en train de corriger, il faut laisser corriger. Hein, on a recassé la zone des 14 900 points, donc on redevient, en fait on valide la figure, hein. Je vous avais mis cette figure en hypothèse de travail hein, il y a un petit moment dans le biseau descendant, ben, on a fait le rebond pour la valider, donc du coup maintenant tout le monde la voit, donc maintenant il y a fort à parier que, je sais pas, on va revenir chercher les 14 004, voire 14 003, qu'on va retenter un rebond là-dessus, bref, on est là-dedans. Évidemment, ce biseau descendant, le jour où vous ne le cassez pas, alors tant qu'on ne le casse pas par le bas, il y a beaucoup de personnes qui vont voir une tasse avec une anse, et donc potentiellement ben, la tendance haussière elle est toujours là. Le jour où on casse ça par le bas, il faudra s'attendre là aussi à une accélération de la baisse. Quand vous savez les surpondérations que vous avez sur le Nasdaq, je ne vous fais pas un dessin, euh, mais là aussi, je veux dire, vous pouvez perdre encore 1000 points. Alors 1000 points, ça peut être beaucoup et ça peut faire mal à beaucoup de portefeuilles, mais pour autant, ça ne changera pas grand-chose sur le fait qu'on est dans du retracement classique. Donc pour moi, les 13 000 points, hein, il y a les 13 007 évidemment, mais au-delà des 13 007, c'est plus cette zone des 13 100, 13 002 que je trouve pivot pour le moyen termiste. Donc là, voilà, ça nous permet certainement de retrouver des zones de soutien petit à petit qui seront aux alentours de ces 14 002, 14 004, et de continuer certainement un petit peu le yo-yo. Par contre, le jour où on pète les 14 002, là, 14 000, 14 003, 14 002, il faudra faire attention sur une éventuelle accélération. Donc c'est ça, hein. Donc là, il faut accepter, si vous voulez, que vous avez pas mal de volatilité parce que la figure est quand même assez large. Il faut aussi accepter que le jour où on sort de cette figure, par le haut ou par le bas, la volatilité que vous êtes en train de subir maintenant et qui peut vous paraître forte, elle peut devenir encore plus forte. Donc c'est ça vraiment le point pour moi auquel il faut vraiment faire attention, sur lequel on a peut-être été mal habitué ces dernières années, où le marché nous a un petit peu endormis, c'est le risque de volatilité, qui est absolument pas négligeable. Voilà, c'était vraiment pour moi les points essentiels là-dessus, parce que plus que de vous faire des analyses sur un certain nombre de valeurs, qu'on reprendra certainement le week-end prochain, c'est bien de vous faire comprendre un petit peu la mentalité du marché, et surtout de bien comprendre, au-delà de cela, c'est comment on gère son risque dans ces périodes-là. C'est important de pas, de bien comprendre par rapport à son profil. Justement, c'est dans ces périodes-là qu'on comprend ce que ça veut dire le risque, qu'on comprend ce que ça veut dire la volatilité, et qu'on comprend ce que ça veut dire en fait adapter tout cela à notre profil. Parce que dans un marché haussier, globalement, tant que ça monte, si vous voulez, tout le monde a l'impression que c'est facile et compagnie. Et c'est dans ce type de marché-là, qui sont même pas baissiers par essence, hein, c'est des marchés correctifs, mais ils ne sont pas baissiers par essence, mais qui sont fortement volatiles. C'est là-dessus où chaque investisseur va se rendre compte qu'en fait, il a peut-être pris un peu trop de risques par rapport à ce qu'il était prêt à vraiment prendre. Quand ça monte, évidemment, on ne prend pas conscience quelque part du risque qu'on est en train de prendre. Mais c'est quand on a des marchés comme ça que ça rentre en ligne de compte. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie de tout ce que j'essaye de vous instruire depuis des années. C'est ça quelque part. C'est travailler ça, mais finalement, je le sais bien moi-même, hein, on apprend le mieux et finalement on dit ah oui, c'est ça qu'il voulait dire quand on le vit soi-même. Ça fait partie de l'apprentissage, toujours la même chose. Confucius le disait déjà dans une citation, hein, c'est finalement en le faisant soi-même et en faisant soi-même les erreurs qu'on les comprend le mieux. Donc c'est pour ça, hein, il ne faut pas se flageller en mode oui, on m'avait prévenu qu'il ne faut pas faire cette erreur-là, je la fais quand même. Ça fait partie du jeu, hein. Tout le monde fait les erreurs et je continue d'en faire également. C'est un apprentissage éternel. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures boursières, pour de nouvelles chroniques également sur le site grafceobourse.fr.
En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos dans lesquelles je rentre plus en détail justement sur un certain nombre d'éléments macro notamment pour comprendre un petit peu plus les narratifs du marché. Et cette décorrélation, des fois, qu'on a l'impression entre la bourse et l'économie, qui n'est en fait qu'une question de timing, qu'une question d'anticipation du marché. Et là, on est en plein, encore une fois, dans une question d'anticipation du marché par rapport à cette macro. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, c'est super sympa pour ceux qui le font et je vous retrouve lundi, salut.